Kémy Séba arrêté à Sabou. La marche-meeting à laquelle il devait assister à Bobo-Dioulasso aujourd'hui n'a finalement pas eu lieu. Les sympathisants de la COPABF ont été dispersés par les forces de l'ordre sur place dans la ville de Sia. Quand ils ont voulu en parler, les images dans ce journal. Le nouveau directeur Afrique de l'Agence française de développement AFD a visité des infrastructures de la ville de Ouagadougou, gare routière Ouagar Inter et Ouaga Ouest, réalisées donc avec le soutien justement de l'AFD. Et puis enfin au Mali, mois d'octobre, mois de la solidarité, le réseau des femmes médecins du pays pour l'occasion était avec des personnes déplacées internes au centre Mabilé. Elles ont eu droit à des dépistages notamment du cancer du sein. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Manifestation échouée, arrestation de Kémy Séba, les membres de la coalition des patriotes africains COPABF se prononcent. Le rassemblement devait avoir lieu aujourd'hui à Bobo-Dioulasso, mais la mairie de la localité s'y est opposée. En pleine conférence de presse pour évoquer le sujet, les membres de la COPABF ont été dispersés par les forces de l'ordre. Les précisions avec notre correspondant sur place, Joseph Koudgou. Annoncé pour ce 30 octobre, la marche de protestation contre la présence militaire au Sahel de la coalition des patriotes du Burkina Faso COPABF n'a finalement pas eu lieu. La conférence de presse prévue par les organisateurs en lieu et place de la marche pour éclairer l'opinion publique s'est également terminée en queue de poisson. Nous avons voulu notre territoire pour dire non à la France-Afrique ou à son contraire la Afrique-France. Parce que nous estimons que nos problèmes sécuritaires ne vont que de mal en pire et qu'effectivement, il faut qu'ensemble, nous essayons de demander à nos autorités de nous comprendre, de rejoindre le peuple et de chercher à rompre les relations avec celui-là que nous pensons être notre ennemi, notamment la France. Ce matin, nous avons aussi tenté de faire une conférence de presse, toujours dans le bon sens, pensant collaborer toujours avec nos autorités, mais nous sommes considérés comme malheureusement victimes des exactions ce matin. L'arrestation du président de l'ONG Urgence Panafricanisme, Kémy Séba, explique la non-tenue de la manifestation selon le responsable de la COPABF. Nous avons appris son arrestation dans le département de Sabou avec 3 autres de nos frères. Voilà. Pourquoi il a été arrêté, nous avons la réponse. C'est que Kémy Séba, le président Kémy Séba de l'ONG Urgence Panafricaniste, trouble le sommeil de la France. Et c'est pour ça que Kémy Séba est arrêté. Voilà. Quand on voit la mobilisation qui s'est passée hier au Mali, la France a peur de perdre le Burkina. À la dernière minute, on reçoit l'appel du gouverneur qui nous dit que la manifestation ne peut plus se tenir. Pourquoi? Nous savons que les autres viennent de la France. Dès maintenant, nous allons faire une conférence de presse qui devait commencer depuis longtemps, mais on a été gazés, on a été intimidés de l'autre côté. Mais nous n'allons pas replier, nous n'allons pas relâcher. Nous sommes des combattants, nous allons nous battre. Selon toujours les leaders de la coalition des patriotes du Burkina Faso, Kémy Séba, après son interpellation, a été expulsé du Burkina Faso vers le Bénin. L'Alliance pour renforcer la gouvernance en Afrique et au Burkina, ARGABF, a organisé un café politique sur la participation politique des jeunes et des femmes au Burkina. Cette première édition des cafés politiques a eu lieu ce vendredi au centre de presse Norbert Zongo. Le rendez-vous sera renouvelé. On en parle avec Sanata Serré. Les cafés politiques se veulent un cadre d'échange, de débat et de réflexion collective sur la gouvernance démocratique au Burkina Faso. Une tribune pour les différents participants de partager leurs préoccupations et faire des propositions à l'endroit des décideurs en termes de plaidoyer. Était au menu de ce premier café la participation politique des jeunes et des femmes au Burkina Faso.
quand on regarde la réalité de l'animation de la vie politique au Burkina, avec le quota gens qui n'est respecté ni au niveau des institutions. Quand vous prenez le gouvernement, il n'y a pas 30% de femmes. Quand vous prenez l'Assemblée nationale, il n'y a pas 30% de femmes. Quand vous prenez l'ensemble des acteurs qui animent nos partis politiques, il n'y a pas 30% de femmes ni 30% de jeunes. Donc pour nous, ces cafés-là se veulent vraiment un espace où on peut retrouver c'est un espace pluriacteur qui inclut l'ensemble des différentes catégories qui évoluent sur la sphère politique et publique au niveau national et qui pourront débattre des problématiques qui concernent à la fois la gouvernance, mais à la fois aussi le quotidien des populations. Cette rencontre était également l'occasion de présenter aux participants les résultats de l'étude commanditée par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite sur la participation des jeunes en politique. Une étude qui fait état de la faible participation politique des jeunes et des femmes. Ce phénomène-là, nous l'avons analysé, nous avons compris qu'il y a un certain nombre d'obstacles liés à cette faible participation des jeunes au niveau politique. Et de ces obstacles, on peut citer par exemple ce que les gens ont épinglé comme difficulté, c'est-à-dire par exemple de l'attitude de certains leaders politiques, les leaders politiques qui ne sont pas des exemples, les leaders politiques qui, à partir de leur comportement, ne font pas forcément une source de motivation pour les jeunes de s'engager en politique. Et à côté de cela, nous avons vu aussi qu'il y a des pesanteurs socio-culturels, notamment en ce qui concerne la jeune fille, qui limite sa participation politique. Les cafés politiques ont été initiés par l'Alliance pour renforcer la gouvernance en Afrique et au Burkina Faso, ARGA-BF, avec l'appui de son partenaire financier, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Le prochain café est prévu en novembre prochain et va aborder d'autres problématiques en rapport avec l'actualité politique au Burkina Faso. Le collectif des ex-employés de la Société des mines de Belaourou a animé une conférence de presse dans l'après-midi aujourd'hui. Les points à l'ordre du jour: remerciements à l'endroit du gouvernement pour le retrait du permis d'exploitation de la mine d'Inata. Aussi, proposition en vue de la prise en compte des doléances dégagées. On en parle avec Camille Valion et Fatima Tanikema. À cette rencontre avec les hommes de médias, le collectif des ex-employés de la Société des mines de Belaourou a salué et remercié les autorités pour le retrait du permis d'exploitation de la mine d'Inata. Selon ce collectif, c'est après 4 années de lutte sous diverses formes que le gouvernement a décidé de voler au secours des ex-employés de cette société minière. L'objectif, c'est de remercier dans un premier temps les autorités gouvernementales pour cette décision salutaire qu'ils ont prise en faveur des travailleurs. Le fait de retirer le permis par le Conseil des ministres du 13 octobre dernier. Ça donne un espoir nouveau aux travailleurs parce que depuis, malgré les multiples démarches que nous avons eues à faire, conférence de presse, rien n'a été aussi un événement pour nous de voir que le permis a été retiré. Tout en reconnaissant les efforts des autorités dans le dénouement de cette affaire, les conférenciers du jour ont souligné que le retrait du permis d'exploitation est un pas important qui vient d'être franchi. Cependant, il ne constitue qu'une première étape d'une longue lutte. Nous, employés, nous avons une décision de justice en date du 1er décembre 2020 qui condamne la STMB à payer nos droits qui s'élève à plus de 7 milliards de francs CFA. Il serait redondant de rappeler ici que la fermeture de la mine est dommageable pour tous les ex-employés, que les souffrances multiples et malheureusement des pertes en vie humaine de plusieurs collègues dont nous saluons ici la mémoire. Les ex-employés ont au cours de cette rencontre demandé également au gouvernement de mettre tout en œuvre pour retrouver un repreneur sérieux et capable de reprendre les activités de la mine. Toute chose qui contribuera à réduire un tant soit peu le taux de chômage. Désormais, pour nous, nous changeons d'interlocuteur. Avec cet ancien propriétaire, cet ancien partenaire qui était défaillant. Aujourd'hui, nous avons plein espoir que le gouvernement fera en sorte que quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus financièrement solide reprenne les activités afin que nous puissions avoir nos droits. C'est ça qui nous anime dans cette conférence de presse. En rappel, cette conférence de presse du collectif des ex-employés de la Société des mines de Belaourou
fait suite à un décret du gouvernement lors du Conseil des ministres du 13 octobre dernier portant retrait du permis d'exploitation de la mine d'Inata. Une décision qui, selon l'exécutif, vise l'application des dispositions de l'article 112 de la loi portant Code minier au Burkina Faso. État des lieux de la convention de partenariat entre le ministère en charge de l'action sociale et l'association des maîtres coraniques du Burkina, AMCBF. Le sujet était au cœur d'une conférence de presse ce 29 octobre, d'une conférence publique plus tôt. Nous sommes 3 années après la signature de cette convention, mais l'association exprime une forte insatisfaction. Pour elle, rien ne va. On en parle avec Serge Kaboré. Le torchon continue de brûler entre l'Association des maîtres coraniques du Burkina Faso, AMCBF, et le ministère en charge de l'action sociale. Au cœur de ce différend, l'accord de partenariat entrant dans le cadre du retrait des enfants en situation de rue des différents lieux publics. Après avoir été reçus par le président du Faso sur la question, promesse leur avait été faite pour une suspension du processus, mais l'association dit se heurter au refus catégorique de la ministre en charge de l'action sociale. Au jour d'aujourd'hui, nous attendons toujours la parole donnée du président. Et comme il l'a si bien dit, nous avons essayé à envoyer des médiateurs, en tout cas de voir Madame la ministre à plusieurs reprises, mais elle a refusé catégoriquement, parce que moi-même j'ai échangé avec elle, mais elle ne veut pas aucune médiation encore. Alors donc vous voyez où ça pose problème. Et donc tout le monde, on a essayé de lui dire de faire pardon s'il y a une clémence et tout, mais elle a refusé d'avoir en tout cas une table ronde avec les maîtres coraniques. Tout en dénonçant les enlèvements des enfants talibés de force, l'association dit souhaiter la reconnaissance de ces acteurs. À tout moment, la dame, c'est-à-dire la ministre, elle dit toujours qu'eux, ils n'ont jamais amené des enfants de force, alors que nous avons des preuves tangible pour les montrer. Mais nous ne voulons pas seulement sa démission, ou bien de la destituer, ou bien apporter ce qui n'amène pas la paix. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de revoir, reconnaître d'abord. Et sur cette question de reconnaissance, l'association dit fustiger en plus un acharnement du département de Laurence Marshall Ilboudo sur les maîtres coraniques. Voilà un État qui a un ministère qui reconnaît des maîtres coraniques, qui discute avec eux, qui leur donne des vivres, puisqu'ils sont des maîtres coraniques, pour qu'eux puissent voir comment ils peuvent s'occuper des enfants. Ça, c'est un. De deux, voilà un autre ministère dans ce même gouvernement qui dit que s'il voit les maîtres coraniques, c'est-à-dire un homme avec des enfants, ça veut dire que c'est un maître coranique. On l'enferme. Nous avons ces preuves. Tout en s'opposant à toute nouvelle convention sans l'implication de tous les acteurs, l'association des maîtres coraniques du Burkina Faso exige la suspension des opérations, l'insertion des foyers coraniques au niveau du ministère de l'Éducation nationale, un statut de reconnaissance pour une liberté d'action, ainsi que la libération des talibés, toujours détenus au centre de l'action sociale. Le nouveau directeur Afrique de l'Agence française de développement AFD, accompagné du maire de la ville de Ouagadougou, a visité ce 30 octobre des infrastructures qui ont été réalisées grâce au soutien de l'AFD. Il s'agit notamment des gares routières Ouaga Inter et Ouaga Ouest. Les détails de cette visite donc terrain dans ce reportage de Fatima Tanikiema. Installé dans ses fonctions de directeur du département Afrique de l'Agence française de développement AFD en septembre dernier, Christian Yoka a choisi la ville de Ouagadougou comme point de chute. Pour sa première visite terrain, il a pu constater la réalisation d'infrastructures telles que la gare routière Ouaga Inter, la gare Ouaga Ouest et une voirie prioritaire de la ville de Ouagadougou. L'AFD a été ravi d'accompagner les projets du maire de Ouagadougou que d'équiper la ville de ces équipements de gare routière, donc Ouaga Inter et Ouaga Ouest. J'ai visité les infrastructures qui sont de grande qualité et qui constituent de vrais projets d'aménagement urbain qui modernisent la ville et qui permet à la municipalité et aux populations de profiter d'infrastructures de grande qualité. Le maire de la ville de Ouagadougou, satisfait de cette visite, pense qu'il est important que le partenaire financier constate de lui-même le résultat de son investissement. Nous sommes vraiment satisfaits de cette collaboration avec l'Agence française de développement parce que c'est un partenaire historique de la ville de Ouagadougou et avec qui nous avons des relations de confiance et une relation de co-construction. Nos projets sont faits avec eux
avec les populations. Et nous pensons que pour l'avenir, nous avons d'autres projets urbains que nous allons leur soumettre, qui sont déjà à maturité. Selon le directeur du département Afrique de l'AFD, visiter ces infrastructures encourage davantage l'AFD à soutenir les initiatives de développement de la mairie centrale de Ouagadougou. Armand Pierre Bewende, pour sa part, promet que les 2 gares visitées seront fonctionnelles d'ici janvier 2022. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme organisait mardi dernier un atelier de renforcement de capacité des membres du comité local de gestion du site de métallurgie ancienne du fer de la commune de Bekui dans la province de Tuy. Ce site donc de métallurgie a été inscrit, vous le savez, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'était en 2019. Alors donc de la 43e session du comité du patrimoine mondial. Image avec Joseph Okudugu. Renforcer les capacités des membres du comité local de gestion du site de la métallurgie ancienne de fer de Bekui, c'est l'objectif de cet atelier. Une initiative à mettre à l'actif du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dans le cadre du projet d'appui à la gestion des sites classés de la métallurgie ancienne de fer du Burkina. Et disons que les modules d'aujourd'hui portent sur 2 aspects. Et c'est comprendre même l'esprit de la convention de 1972, puisque c'est cette convention qui a consacré le site de la métallurgie ancienne du fer de Bekui, site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous allons travailler sur cela. Et après également, comme ce sont les membres du comité local, il faut que ces membres puissent connaître déjà quelles étaient les étapes de la métallurgie ancienne du fer, comment est-ce qu'on arrivait à transformer les minéraux en fer. Nous allons donc travailler à cela. Et pour terminer, pour que les biens soient un tremplin de développement endogène au niveau local, nous allons travailler donc sur une stratégie, c'est-à-dire la semaine du forgeron, pour voir comment est-ce qu'avec l'ensemble des parties prenantes, nous pourrons donc mener des activités qui vont offrir plus de visibilité aux biens, mais également à la tradition de la métallurgie et partant aux éléments touristiques de la région. Pour les bénéficiaires, la tenue de cet atelier est à saluer puisqu'ils participent selon eux à la valorisation de ce site culturel. Cette formation va venir nous aider à mieux gérer et protéger le site. Déjà on le fait et nous menons des activités. Chaque année nous organisons des sessions du comité et à cette occasion nous examinons les activités que nous devons dérouler et faire le bilan. Il faut dire que sur le site nous organisons en tout cas des journées de nettoyage. Voilà. Et ensuite nous présentons le bien à toute personne qui est de passage à Bekui, voilà, pour donner encore plus de visibilité au site. Donc cette formation en tout cas, va nous permettre d'avoir encore plus d'informations que nous pourrons en tout cas, donner à toute personne intéressée. Le site de métallurgie ancienne de fer de la commune de Bekui, dans la province du Tuy, faut-il le rappeler, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2019 lors de la 43e session du comité du patrimoine mondial. Clôture de la 13e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT, c'était ce 29 octobre. Bouquet final, la nuit de la valorisation. Cette cérémonie a vu la distinction d'une vingtaine d'acteurs générateurs de résultats de recherche scientifique et technologique. On en parle avec Michael Toukré. La 13e édition du Forum national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique FERCIT a refermé ses portes avec la nuit de la valorisation. Une cérémonie qui a vu les meilleures communications scientifiques et technologiques récompensées. Des prix allant de 250 000 à 5 millions de francs CFA ont été décernés aux lauréats pour la qualité de leur communication scientifique et technologique. Des prix pour surtout les innovateurs. Parce que n'oubliez pas que le FERCIT, c'est vraiment ça, la valorisation des innovations. Et puis aussi voir qu'est-ce que les uns et les autres, que ce soit les chercheurs ou même les technologues, qu'est-ce qu'ils font comme invention et qui vont surtout dans le sens du développement économique, social, développement du pays tout court. Et vous avez vu cette nuit que dans cette catégorie-là, commission, innovation, invention, qu'on a eu quand même des prix très intéressants.
Présent à cette nuit de la valorisation, le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, Alkassou Maïga, a félicité les lauréats de la 13e édition du FERCIT. Il a aussi traduit sa reconnaissance au comité d'organisation pour la qualité de l'organisation de cette semaine de rencontres entre scientifiques et innovateurs. Le développement du pays au plus haut niveau, on a pris l'engagement de faire en sorte qu'effectivement l'innovation et la recherche scientifique soient le moteur de notre développement. À partir de ce moment-là, on a longtemps dit que c'est un secteur négligé. C'est une affirmation du fait que ce secteur est valorisé. Et donc je donne rendez-vous à tous les chercheurs, à tous les inventeurs, à tous les innovateurs, pour que chacun libère son génie créateur, parce que dans tous les secteurs, ce pays a besoin de ses fils et de ses filles qui ont décidé de faire de la réflexion leur activité principale. Cette édition 2021 du FERCIT s'est tenue du 26 au 31 octobre sous le thème « La recherche scientifique et l'innovation au service de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes et des femmes dans la sous-région ouest africaine ». Une 13e édition du FERCIT qui marque aussi ses 25 ans d'existence. La deuxième édition des Happy Days Kolonaba se tient en ce moment, donc lancement depuis ce 29 octobre à Ouagadougou au sein du quartier Kolonaba. Des journées de festivités dédiées à la promotion de la cohésion sociale à travers de nombreuses activités. Cette cérémonie permettra donc de trouver les occasions de financement pour les petites et moyennes entreprises. Les détails dans ce reportage de Joseph Yao. Un cross populaire et une parade pour donner le ton de la deuxième édition des Happy Days Kolonaba. L'association Vision Nouvelle, par le biais de cette cuvée 2021, promouvoit la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et selon Irène Zungrana, la directrice exécutive de l'association Vision Nouvelle, le programme des activités a été étoffé pour atteindre cet objectif. L'organisation de ces Happy Days, c'est amener les uns et les autres, les Burkinabés, à savoir que c'est dans la culture de la joie, de la paix, que naissent de grandes choses, que nous arrivons à bâtir un monde meilleur ensemble. Donc, c'est une façon pour nous de vivre ces valeurs, qu'elles ne demeurent plus des mots vains, mais qu'elles soient vécues par toutes les générations. Et nous pensons que c'est une approche qu'il faut saluer. C'est ainsi que nous arriverons à vivre dans la paix, tout en se donnant les mains pour pouvoir faire des merveilles pour les uns et les autres. Et pour placer la présente édition sous de bonnes auspices, Bernard Compaoré, curé de la paroisse Kolonaba, a encouragé les initiateurs et donné sa bénédiction lors de cette cérémonie de lancement des Happy Days Kolonaba. L'Église catholique, en tant que structure qui s'occupe de tout l'homme et de tout homme, est heureuse d'abriter cette activité. Bien sûr, cette activité non seulement rentre dans le cadre de la cohésion sociale, de la convivialité, mais aussi c'est un maillon important du développement de notre quartier. Alors c'est à ce titre que la paroisse bénit cette activité. Tout ce qui rentre dans la promotion de l'homme et de tout homme rencontre l'assentiment de la paroisse et de l'Église catholique. En plus des cadres de réflexion et des expositions ventes, un accent particulier sera mis une fois de plus sur la promotion des projets de développement collectif. Il s'agit de renforcer les acquis du projet d'électrification lancé lors de la précédente édition et l'exécution des stratégies de soutien aux personnes vulnérables dans le domaine de l'assainissement. Un reportage de Joseph Yao, donc commenté par Sanata Serré. Dans la suite de ce journal du sport, la deuxième étape du Tour du Faso courue entre Bobo-Dioulasso et Dédougou, longue de 183 km, a été remportée par Souleymane Koné à l'arrivée finale. C'est la plus longue distance de cette 33e édition du Tour du Faso. Le maillot jaune change de porteur et est désormais donc sur les épaules de El Kouradji Moussine du Maroc. Les détails avec notre envoyé spécial donc Assami Thiam Touré. C'est la première victoire d'étape pour les étalons de Burkina Faso dans cette 33e édition du Tour international du Faso. Souleymane Koné, c'est lui qui a remporté cette étape Bobo-Dioulasso Dédougou, longue de 183 km. Il faut dire que les Burkinabés se sont mieux préparés pour cette deuxième étape. Le DTN Martin Sawadgol avait dit à cette première étape que rien n'était perdu. Et là, on voit que c'est Souleymane Koné qui remporte cette deuxième étape en sprint devant le ministre des Sports et des Loisirs. Vraiment, cette course, j'ai été content pour avoir cette étape. Depuis pendant matin,
On est resté à concentrer avec conseil de détente et avec l'entraîneur national, avec peuple, avec le parent de Bobo Dioulasso. Ils ont été soutenus sur nous. Avec la fédération même, il était venu la nuit pour nous encourager, pour qu'on ne soit pas découragés. On est resté avec son soutien aussi, son encouragement. On a montré aussi pour qu'on est des hommes et on sait qu'on est des enfants de Burkina Faso. On est dur, on n'est jamais découragé et on va rester concentré sur le vélo pour la dernière jour. Nous on compte, ce qu'on compte c'est maillot jaune. C'est ça seulement notre objectif. Souleymane Koné fait un temps de 4h04 avec une vitesse moyenne de 44 km/h. Le maillot jaune a changé d'épaule. Le Belge Wouter perd son maillot jaune au détriment du Marocain El Karadji Mouchine. Mais le Belge garde le maillot vert, le maillot au point. Le maillot des sprints intermédiaires lui revient à l'Algérien Hamza Yassine. Une deuxième étape donc remportée par le Burkina Faso est satisfaisant pour le directeur technique national. La stratégie, c'était réellement l'étape, les consignes données. Hier, on a fait une course qui ne nous a pas porté chance. Donc, les entraîneurs, toute la direction technique, on a mis les batteries pour que réellement on attaque. Et ne pas laisser réellement un écart. Les gens les échapper, on les a soudés. Et on a pris l'initiative et nous avons eu la chance que Koné, qui était un bon sprinter, plus Yarbanga, qui était un rouleur, était dans l'échappée. C'est vrai que les Algériens et les Marocains, ils sont bons, mais ça ne nous gênait pas. Donc on a maintenu un peu le temps, tout en sachant que Yarbanga était à mesure de financer Koné pour prendre. Il l'a fait et en termes de temps, il est un peu plus proche et je pense que c'est bon à prendre pour cette deuxième étape et la suite à venir. Ce dimanche, le peloton prendra le départ ici à la place de la nation de Dédougou pour aligner Koudougou, long de 141 km avec 3 points chauds à disputer. Et puis enfin, dans le cadre de ces activités et en lien avec le mois d'octobre déclaré, mois de la solidarité au Mali, le réseau des femmes médecins du pays était ce vendredi au chevet des personnes déplacées et c'est le centre Mabilé donc de Bamako qui a été choisi par le réseau donc pour recevoir, donc pour bénéficier de consultations du cancer du sein, également de dépistage d'autres pathologies, une activité soutenue par plusieurs partenaires de l'association Solidaris 223. Reportage avec notre correspondant Bourema Soulo. Des femmes médecins regroupées au sein d'un réseau pour soulager les plus démunis. C'est la mission que s'est donnée le réseau des femmes médecins du Mali depuis sa création en 2014. Dr Fatoumata Konaté, présidente du réseau, explique les principales activités du jour. Durant cette journée, on va donner les dons de médicaments. Tous ceux qui seront consultés vont bénéficier de leur traitement gratuit. Et on a aussi des habits à leur donner. Et ils vont faire également le test selon leur consentement, leur accord. Nous avons choisi ce centre parce qu'on a jugé nécessaire qu'il y a les déplacer ici. Et ils sont là, ils ne connaissent personne, ils n'ont pas de source de revenus. Donc c'est des sujets vraiment vulnérables qui ont un besoin. C'est pourquoi le choix a été porté ici. Le réseau des femmes médecins bénéficie de l'accompagnement des partenaires comme l'association Solidaris 223, laquelle salue l'initiative du réseau. On sait dans le contexte actuel du Mali, où la prise en charge, même ceux qui travaillent, même ceux qui ne sont pas en déplacement, leur prise en charge sanitaire est très difficile, à plus forte raison des gens qui sont déplacés, qui sont pris en charge par des associations, par des ONG, seulement sur le plan alimentaire. Mais n'imaginez pas la prise en charge du coup en termes médicaux. Une organisation qui assiste, en dehors qu'elles soient des femmes, mais qui arrive quand même à assister des femmes en situation difficile. Donc vraiment, le réseau a salué. Les pensionnaires du centre Mabilé passent tour à tour pour les consultations et les soins. Des actions caritatives importantes qui doivent toucher les autres sites des déplacés, plaide Kemogo Traoré, surveillant du site des déplacés centre Mabilé. La prise en charge santé, c'est très complexe. Parce que nos gens bénéficient de ce qu'on appelle le régime d'assistance médicale, le RAMED. Quand ils se présentent au niveau des centres de santé, on demande des pièces d'identité. Alors que la plupart d'entre eux n'ont pas de pièces d'identité. Donc quand la santé vient vers nous,
Vraiment, on ne peut que saluer cette initiative. Je souhaite que ça ne se limite pas à ces seuls sites. Parce qu'il y a Faladja Garbal, il y a Nyamana Garbal, il y a Sinou et le centre Magdili. Bon, il y a Garantikibou aussi comme famille d'accueil. Donc je souhaite d'abord que les actions s'étendent sur les autres sites. Et je souhaite aussi que ça ne soit pas la première et la dernière. Les consultations et autres activités corollaires du réseau des femmes médecins se poursuivent jusqu'à la fin du mois d'octobre. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end. Restez en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.